Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Michel Brion de l'Université de Grenoble qui va nous parler des monoïdes et des variétés sphériques. Bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Le titre de l'exposé, c'est monoïdes algébriques. Les variétés sphériques. L'exposé ne contiendra pas de résultats nouveaux. En fait, tout ce que je vais expliquer était connu depuis peut-être 7 ou 8 ans. C'est plutôt pour introduire des objets géométriques qui peuvent servir dans le cours de Go. Alors, si vous avez des commentaires ou des demandes de précision, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Bon, dans tout l'exposé, je vais me placer sur un accord qui sera assez arbitraire. Et puis, je vais d'abord définir ce que c'est qu'un monoïde algébrique, même si la définition est moralement claire. Hein. On a un schéma fini M, monoïde algébrique. Voilà, ça signifie qu'il donne une loi de composition. C'est un morphisme de schéma qui est associatif. Et je vais la noter simplement par un produit en notation ensembliste. Et puis, il faut un élément neutre pour cette multiplication. Donc, on met ça. Voilà, on peut penser à ces objets comme des analogues très faibles des groupes algébriques. En fait, pour les groupes algébriques, il y a beaucoup de choses connues qui donnent des propriétés très fortes sur la géométrie. Pour les monoïdes, c'est beaucoup plus flou et général. Et en fait, en général, il y a beaucoup de pathologies qui n'existent pas pour les groupes algébriques. Alors, je vais peut-être donner, pour commencer, des exemples les plus classiques que vous avez certainement vus dans le cours de Ngo. Vous avez d'abord les matrices. Bon, ça, c'est un espace affine de dimension n carré, où la multiplication, c'est le produit des matrices, et 1, c'est la matrice identité. En fait, c'est intéressant pour la même raison que les groupes algébriques, c'est-à-dire quand vous avez un sous-monoïde fermé de Mn, tel objet s'appelle un monoïde linéaire. Et c'est équivalent pour les monoïdes à être affine comme schéma. Et ça se démontre de la même façon que pour les groupes algébriques, et c'est même écrit dans le livre de Mazur et Gabriel, quelque part. Voilà. Donc dans la suite, on regardera principalement des monoïdes affines. Un autre exemple que vous avez également vu, c'est des variétés toriques affines. Bon, une variété torique, c'est une variété dans laquelle un tore opère avec une orbite dense, isomorphe à la variété. C'est-à-dire qu'il faut aussi un point de base qui est un point k-rationnel. Et alors, pour les variétés toriques affines, il y a une unique structure de monoïde qui étend la multiplication du tore. Bon, on verra ce résultat dans un cadre un peu plus général bientôt, donc je ne vais pas donner de détails. Peut-être je donne quelques pathologies, puis on les oubliera après.
Par exemple, vous pouvez prendre, disons, l'algèbre des nombres duaux. Ok. C'est ce que vous connaissez bien. Et puis, vous prenez comme monoïdes les endomorphismes de cette algèbre. Vu comme avec la structure schématique évidente. Et alors, vous voyez qu'un tel endomorphisme, c'est donné par l'image de epsilon, qui s'écrit bien sûr A plus B epsilon, avec des indéterminés. Et ça doit être 2 carrés nuls, et à l'école, vous apprenez que ça signifie que A2 est égal à 2AB est égal à 0. Donc votre monoïde, en tant que schéma, c'est contenu dans un fermé du plan affine, défini par ces 2 équations. Et vous voyez que ce n'est pas réduit, même en caractéristique nulle. Si vous passez au groupe des unités, vous inversez B, et donc ça devient réduit. Mais sinon, l'image en caractéristique nulle, c'est une droite avec un point épais. Vous voyez aussi que ce n'est pas Cohen-Macaulay. Enfin bon, des choses qui sont vraies pour les groupes algébriques ne s'étendent pas à cet exemple. Peut-être un autre. On peut faire des monoïdes un petit peu arbitraires. Vous partez des matrices et puis vous recollez un schéma quelconque. Et pour recoller, je vais recoller juste en un point. Je vais dire que 0 est identifié à S0, un point K rationnel. Et c'est la seule identification que je vais faire. Bon, on peut identifier 2 points K rationnels dans un schéma, ça reste un schéma. Et là, il y a une structure de monoïde. Je vais définir le produit. Si vous multipliez 2 matrices, c'est le produit des matrices. Si vous multipliez une matrice et puis un point de votre schéma, vous décidez que ça fait S. Bon, j'écris des formules ensemblistes. Et puis, si vous multipliez 2 points de votre schéma, S, vous décidez que c'est le point de base. Et alors, c'est un exercice de vérifier que c'est un monoïde d'unité. Et bien sûr, il est aussi moche que vous le désirez. Donc ça, c'est des exemples un peu artificiels. Il y a d'autres exemples plus naturels dans la théorie des surfaces. Parce que quand on regarde une surface réglée, une surface quelconque, on peut prendre ces endomorphismes. Si la surface est projective, ça fait un monoïde qui est seulement localement de type fini. Et celui-ci peut être aussi non réduit, même pour des surfaces très courantes sur les nombres complexes. Si vous prenez une surface réglée sur une courbe elliptique associée à un fibré vectoriel de rang 2, extension du fibré trivial par lui-même, dans cette surface, il y a une courbe dont le fibré normal est trivial, mais qui ne bouge pas. Cette courbe est obstruée. Et la projection sur cette courbe vous donne un endomorphisme qui est également obstrué. Et donc, ça vous donne un point non réduit du schéma. Bon. Il faut quand même supposer que le groupe des inversibles est schématiquement dense, à cause de cet exemple stupide là-bas. Mais maintenant, je vais prendre mes précautions et décider que M est géométriquement intègre et affine. Et comme ça, ces pathologies ne se verront pas. En fait, en général, il semble que les monoïdes, c'est un domaine très peu exploré du point de vue schématique. Et bon, c'est peut-être pas l'objet de l'exposé, c'est plutôt d'expliquer des classes d'exemples intéressants qui apparaissent dans la nature. Donc,
comme je disais, je vais supposer M affine et géométriquement intègre. Dans toute la suite. Et dans ce cas-là, vous avez vu qu'il y a un groupe des éléments inversibles. Eh bien, pour le voir, la façon la plus concrète, c'est de mettre M comme sous-monoïde fermé des matrices. Et G, c'est ce groupe fermé de GLN. Donc vous voyez que G est également affine, lisse, connexe, et ouvert dans M. Bon, on a une action de G fois G dans M. Par multiplication des deux côtés, à droite et à gauche, qui est bien sûr qui a été utilisée dans l'exposé, dans le cours précédent. Et la remarque évidente, c'est qu'il y a une orbite ouverte qui est celle de l'unité. Et le stabilisateur de l'unité pour la multiplication à droite et à gauche, c'est la diagonale. Donc vous voyez que ça, c'est l'espace homogène G fois G sur la diagonale de G, qui bien sûr est isomorphe à G par l'une ou l'autre projection. Et donc on peut voir ce M comme un plongement de l'espace homogène G fois G sur la diagonale. C'est simplement un schéma de type fini dans lequel G fois G opère, qui est muni d'une immersion ouverte de cet espace homogène, qui est schématiquement dense. Voilà. Et réciproquement, si vous avez un plongement affine de cet espace homogène, c'est un monoïde. C'est-à-dire qu'il y a une unique structure de monoïde qui étend la multiplication du groupe. Ça, c'est un espèce d'exercice que je vais peut-être faire parce que c'est pas difficile. Ça illustre un peu les choses. Il n'y a pas besoin de normalité à ce stade. D'accord ? Enfin, j'espère, et vous allez pouvoir vérifier sur l'argument. J'ai appelé ce plongement x. Alors, ce qu'il nous faut, c'est une multiplication de x fois x dans x. Et c'est donc pareil que la commultiplication qui va de O de x fois x dans O de x. Ça, c'est les sections du faisceau structural. Ça devrait être M, je ne sais pas quoi. Et alors, bien sûr, comme on est dans une situation affine, c'est le produit tensoriel de ces deux algèbres. Et tout ça vit dans O de G, qui est... Ah oui, excusez-moi. J'ai la force de... Merci. Je vais la mettre dans le bon sens.
OK. Et on peut regarder tout ça dans O de G, ici, et ici dans O de G, tenseur O de G. Et là, on aura la multiplication du groupe. Et alors, la remarque, qui est un fait d'algèbre linéaire, c'est que dans cette plus grande algèbre, ceci, c'est l'intersection de O de G tenseur O de X et de O de X tenseur O de G. Et ça, c'est un fait sur les produits tensoriels. OK. Prendre des bases et puis on regarde. Et à ce moment-là, l'action à gauche de G sur X vous donne une flèche ici, et puis là, vous en avez une autre. Et elle coïncide sur l'intersection, donc c'est bon. OK. Donc avec cette remarque, il n'y a pas besoin de normalité, encore une fois, à ce stade. Bien, alors, en fait, la structure des monoïdes est affine et ramenée à celle des plongements des espaces homogènes, très particuliers. Alors, pour ces espaces homogènes, il y a une théorie générale due à Luna et Wüst qui marche très bien pour une classe particulière dite sphérique, et en particulier lorsque le groupe G est réductif. Donc, je vais me limiter à G réductif dans ce qui suit. Et je vais rappeler ce que vous venez de voir dans le cours de Ngo. Vous choisissez un temps maximal. Et puis, vous appelez W le groupe de Weil. Alors, dans cette généralité, c'est juste un groupe fini étal. OK. Puisqu'on est sur un corps quelconque, et on ne peut pas forcément l'identifier à ces points K rationnels. Et maintenant, vous prenez un monoïde affine, suivant ces conventions de là-bas, que je vais supposer normal. Le groupe des unités G. Bon, le premier résultat que je veux énoncer, c'est une version de ce que tu viens d'expliquer. D'accord. D'abord que l'adhérence dans M, que je vais noter T bar disons par habitude. Avant, c'était MT. C'était une variété torique normale. Bon, ça, c'est le seul point évident dans cet énoncé, parce que bon, c'est l'adhérence d'un tore, il y a les actions qu'il faut, avec action de W. Qui provient bien sûr de l'action de G fois G dans M par multiplication à gauche et à droite. Ça vous donne la conjugaison par un élément du normalisateur. Et ça passe au quotient en une action de W. Et puis, l'autre énoncé que je veux mentionner, c'est qu'on a une correspondance d'une bijection entre les monoïdes normaux le groupe des unités sur les variétés toriques normales.
avec action de W. Ok, donc ça c'est ce que vous avez vu. C'était énoncé sur le corps des nombres complexes et c'est dû à Renner en caractéristique nulle. Et Rita Torre, toujours sur un corps algébriquement clos et en caractéristique quelconque. En fait, l'approche de Rita Torre fonctionne lorsque G est scindé, déployé. Pardon. Et après, il y a un petit argument de descente galoisienne, puisque G devient déployé sur une extension séparable. Et ça ne change pas les hypothèses, par exemple normalité, ça reste vrai par extension séparable. Alors, il y a des précisions à ce théorème, peut-être je vais les écrire au-dessus. Lorsque G est déployé, enfin plutôt T, pardon. Et donc G, bien sûr, l'est aussi. On peut écrire T comme intersection de deux sous-groupes de Borel opposés. On aura des décompositions avec les parties unipotentes de ces Borel. Et ceci donne une interprétation de l'anneau des coordonnées de T bar en termes de représentation. Vous prenez l'anneau des fonctions régulières sur M, qui est une représentation de G fois G, et puis vous prenez les invariants de U d'un côté et U- de l'autre. C'est-à-dire, en gros, les vecteurs de plus grand poids, si vous êtes en caractéristique nulle et vous pensez à la décomposition usuelle avec des représentations irréductibles. Alors, ce que vous trouvez, c'est une partie des fonctions régulières sur T bar, où, bien sûr, c'est la restriction. C'est pas tout. Il faut prendre la partie dominante. Alors j'explique, mais je pense que vous avez compris. O de T bar, c'est une sous-algèbre de O de T, qui est la somme de tous les caractères. Est-ce qu'il y avait une notation standard pour les caractères? Lambda. D'accord. J'ai gardé x étoile de t pour ne pas m'emmêler les pinceaux, mais bon, ça va venir peut-être. Donc vous avez ça, et O de t bar, c'est une somme partielle. Et là-dedans, ça n'arrive qu'on n'obtient que des poids dominants. Mais une fois cet énoncé démontré, la normalité de T bar en résulte, parce que pour démontrer qu'une variété torique est normale, il faut que le cône de ses poids soit saturé. Et là, on trouve que la partie dominante de ce cône est saturée, et comme il est stable par W, ben, tout le monde est saturé. Donc voilà. Ça va ou... Bon. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Oui? La construction de M, est-ce qu'il y a une façon facile de comprendre la M à partir de... Si on fait à l'envers. Ben, à partir de là, oui. Parce que là, on obtient un certain cône convexe. On prend des générateurs. Ça vous donne des poids dominants. On prend la somme directe des endomorphismes, des représentations de plus grands poids associés à ces poids dominants. Et dedans, dans chacun de ces endomorphismes, il y a une copie de l'identité. Puis on prend l'adhérence de l'orbite de la somme de toutes ces identités. Il n'y a pas une sorte de construction géométrique à partir de... Je ne sais pas le faire et je pense que c'est lié à la suite de l'exposé où il y a un truc que je ne sais pas faire en général. Dans le style, on prend une T, on le sature par G.
Oui, ça va donner... c'est essentiellement pareil. Hein. Mais à un moment, il faut une construction dans un espace de représentation. Et je pense qu'il n'y a que ça qui va marcher. Après, on peut le présenter de plusieurs façons. Il y a d'autres questions? Donc voilà un résultat de classification. Maintenant, j'ai donné un autre résultat qui donne... Donc pour le truc standard, avec oui. LN dans NN, Oui. qu'est-ce que ça donne? L'adhérence de T, c'est l'espace affine des matrices diagonales. Peut-être pas inversible. Hein. Voilà. Et puis les poids qu'on trouve ici, ça correspond aux partitions. D'accord. Ou au poids dominant de GLN. Ça va? C'est pas difficile. Il y a d'autres questions? Bon. Voilà une sorte de rappel sur précision sur les monoïdes réductifs. Maintenant, on va en construire un qui est très joli et qui apparaît à un certain nombre d'endroits, de façon pas forcément attendue. Alors, je vais prendre un groupe semi-simple, simplement connexe. Et puis, je vais prendre un tore déployé. Je suppose que ça existe. Peut-être à la fin, j'expliquerai, je poserai des questions sur le cas général, qui n'est pas entièrement clair pour moi. Bon, j'ai appelé G-add le groupe adjoint. Et il est connu qu'il y a un plongement beaucoup plus joli que les autres de G-add. Et qui s'appelle Magnifique, pour cette raison. Alors, je vais donner les propriétés qui le caractérisent. C'est une variété projective. Lisse. Bien sûr, il y a une action de G-add fois G-add, puisque c'est un plongement. Ensuite, et puis il y a une orbite ouverte qui est ici. Le complémentaire de cette orbite, c'est un diviseur lisse à croisements normaux. Alors, en termes précis, c'est une réunion d'un certain nombre de diviseurs qui sont géométriquement irréductibles, qui sont lisses et s'intersectent transversalement. C'est-à-dire localement, c'est donné par des équations comme les hyperplans de coordonnées. Et enfin, les orbites, les adhérences d'orbites dans X, c'est exactement les intersections partielles de ces diviseurs. C'est-à-dire on prend une famille d'indices et puis on prend les intersections. Et en particulier, il y a une seule orbite fermée.
qui est l'intersection de tous ces diviseurs. Et qui est en fait, c'est toujours avec action de GAD, c'est GAD mode B fois GAD, enfin je pourrais mettre G, c'est pareil, je vais rester avec G plutôt. G sur B fois G sur B-, où ce T est toujours l'intersection de ces deux borels opposés. Vous y voyez ici, ou il faut que j'écrive un peu plus haut? Bon. OK. Donc ça, c'est une construction géométrique. L, c'est le rang, oui. Merci. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'aurais besoin de rappeler sur cette construction. Alors pour cette variété X, on a une description explicite du groupe de Picard. Je vais également rappeler. Le groupe de Picard est canoniquement isomorphe au réseau des poids. T, c'est un temps maximal de ce groupe simplement connexe. Donc, son groupe des caractères, c'est le réseau des poids. Et la correspondance s'obtient en envoyant un poids sur la classe de L lambda. Je vais donner une construction de ce L lambda quand lambda est dominant. Qui est celle que je viens d'évoquer, mais d'une autre façon. Vous avez à ce moment-là une représentation de G dans GL de V lambda, où V lambda, c'est la représentation de plus grand poids lambda. En caractéristique 0, on prend la représentation irréductible, et en caractéristique nulle, on prend le dual de H0 sur G sur B. Et je vais la voir plutôt comme une représentation projective. Je peux. Hein. Quand tu fais tout ça, tu as fixé un borel? Pardon? Tu as fixé un borel ou pas? Oui. Je devrais dire que, comme tout à l'heure, hein, j'écris T comme B inter B-. D'accord? OK. Maintenant, je pense que c'est bon. OK, donc avec cette représentation projective, eh bien, ça va passer au quotient par le centre et vous donner une représentation projective de GAD. OK. Et là, l'affirmation, c'est que ça s'étend aux compactifications naturelles. Qui a un morphisme ici, unique, qui fait commuter le diagramme. Et puis, maintenant, vous prenez L, lambda. Ce que vous pensez, c'est lambda étoile, 2. OK. Alors, ça marche, bien sûr, pour lambda dominant. L'affirmation aussi, c'est que ce L lambda dépend linéairement, additivement de lambda. Et donc, ça va s'étendre à tous les poids. Pardon? On ne peut pas l'écrire en termes des composants à la fois. Des composants. Tu as aussi des hausses des diviseurs. Oui. Oui, ça donne. Mais cela n'engendre pas le groupe de Picard. Il l'engendre sur les rationnels. Parce qu'ils correspondent aux racines simples et pas aux poids fondamentaux. Voilà. Donc il y a une petite subtilité ici que je vais. Bon. Oui. Merci.
je devrais, puisque j'en suis là, préciser que si vous prenez les racines simples, qui sont bien sûr des poids particuliers, et que vous prenez les L alpha I, eh bien, vous trouvez les classes des diviseurs du bord, si vous indexez bien vos diviseurs. D'accord? Donc ça, ça précise ta question. Et vous voyez que ces alpha I engendrent P sur les rationnels, mais pas forcément sur les entiers. OK. Donc, je crois que j'ai tous les ingrédients pour définir un objet qui est un objet très naturel. Quand on a ces données-là, ça s'appelle l'anneau de Cox. Et c'est simplement la somme directe de tous les espaces de section de tous les fibrés en droite sur X. Donc, R. OK. Bon, c'est défini comme un espace vectoriel gradué, mais c'est une structure d'anneau parce que les L lambda ont une structure multiplicative et pas dans le groupe de Picard avant. C'est-à-dire, on a L lambda tenseur L mu qui est isomorphe à L lambda plus mu. Donc, on obtient bien un anneau. Alors, ce qui est plus compliqué de montrer, c'est deux types finis. Et bon, il est également normal, ça c'est pas très dur et je pourrais expliquer pourquoi. Et là-dessus, il y a beaucoup d'actions. D'abord, il y a G fois G, puisque ces fibrés qu'on a construits, ils sont G fois G linéarisés par construction, enfin au moins pour les poids dominants. Ça provient de morphismes qui sont G fois G équivariants. Donc il y a bien une action de G fois G. Et en plus, il y a une graduation par ces lambda. Donc ça donne une action du tore. Et ces trois actions commutent. OK. Donc voilà cet objet qui est un espèce d'objet universel associé à cette variété magnifique. Non, G est semi-simple et simplement connexe. Et il y a G hat qui est le groupe adjoint. Enfin, dans cet exposé. Après, et j'ai vraiment besoin d'un groupe simplement connexe pour avoir ces actions, sinon on n'aurait que des représentations projectives partout. Et voilà. OK. Alors, maintenant, on peut voir le spectre de cet anneau. Comme un monoïde. Algébrique, affine. En fait, son groupe des unités c'est peut-être utiliser une notation bizarre, c'est G fois Z T. C'est-à-dire le produit de G fois T par le centre mis diagonalement. Bon, que ce soit ce groupe des unités, c'est pas très compliqué. On localise cet anneau correctement. Bon, il y a une façon de le faire qui est très naturelle. On a dans R des éléments particuliers que j'ai appelés S1, SL, qui sont les équations des diviseurs X1, XL. Dans cet anneau, on a les espaces de section de ces OX de XI, et donc on a les sections canoniques de ces diviseurs.
Et comme ces diviseurs sont stables par G fois G, ces sections sont G fois G invariantes. Et en fait, c'est pas dur de montrer que les G fois G invariants de R, c'est l'anneau des polynômes en S1 jusqu'à Sn. Il n'y a pas d'autres invariants. Et donc, géométriquement, ça vous dit qu'on a le quotient, que je vais appeler pi, par G fois G, qui est un espace affine de dimension L. OK. Alors, c'est compatible avec cette description du groupe des unités, parce que dans... Pardon? Ah oui, oui. Je vais l'appeler x tilde. Merci. Ça va? Il faut une notation. Voilà. Puis j'ai envie de dire que c'est un objet assez universel. Alors, voilà, il aura un tilde. OK. Et puis, je vais peut-être appeler ce groupe G tilde par la même occasion. Et ici, ben, j'aurai G tilde comme ouvert. En fait, ce G tilde, vous pouvez le projeter sur T sur Z, la deuxième composante, qui est le groupe adjoint, le tore maximal adjoint. Et ici, ce que vous trouvez, c'est le prolongement donné par les, par les racines simples. C'est bien connu que ça fait une base des groupes des caractères du groupe adjoint. Donc vous avez cette image. Et ce que vous voyez, c'est que les fibres générales de cette application pi, c'est le groupe G, puisque c'est les fibres générales de la projection de G tilde sur T sur Z. Et en fait, cette application pi a pas mal de propriétés remarquables. Que j'ai énoncé dans un théorème. Pi est plate. Un fibre, je crois que c'est l'énoncé géométriquement normal. Particulière réduite, en fait intègre. Ce résultat est dû à Weinberg et Rita Torre. Alors, Weinberg, c'est encore une fois sur un corps algébriquement clos de caractéristiques nulles. Ceci, c'est sur un corps algébriquement clos. Mais la démonstration se généralise sans effort au cas déployé. Alors, vous voyez que ce morphisme détermine une espèce de dégénérescence du groupe G en un objet qui va être la pire fibre, si je puis dire, qui va être la fibre en zéro. Okay. Et la fibre en zéro est assez facile à décrire, hein. Au moins son cône, son anneau des coordonnées, puisque bon, ça c'est des variétés affines. Hein. Donc, là c'est la fibre schématique en zéro. Bon, de toute façon elle est réduite. Et je vous le décris en termes des représentations. C'est la somme hein, sur les lambda fois dominant.
Bon, j'explique les notations. L lambda, c'est peut-être pas très heureux comme notation, mais je vais garder la même. Bon, c'est le fibré vectoriel homogène sur G sur B associé au poids lambda de B. Et pareil pour l'autre ici. Bon. Ensuite, ces espaces-là, ce sont les duos des V lambda avec des W0 de lambda. Donc il y a toujours ce problème. Et ça, c'est pareil que la somme sur les lambda des H0. Quand même, je devrais prendre une autre notation. Je vais mettre un autre L. Et là, je vais dire que ce Y, c'est l'orbite fermée. Dans X. On a vu que cette orbite fermée, c'est G sur B fois G sur B-. Donc là, on trouve un espèce de multicône sur G sur B fois G sur B-, mais ce n'est pas le multicône associé à tous les fibrés en droite possible, puisqu'on prend un fibré, puis moralement le même. Alors si on écrit G sur B, ben, on trouve moins W0 de lambda, ce qui est un peu désagréable. Donc, on peut le paramétrer comme ça. Alors ce pi-1 de 0, c'est un semi-groupe qui a été baptisé par Weinberg semi-groupe asymptotique. Semi-groupe, ça veut dire qu'il a une multiplication qui est héritée de la multiplication de x tilde, mais il n'a pas d'élément neutre. Ok. Donc ça, c'est la terminologie introduite par Weinberg. Donc ça fait une construction peut-être un peu élaborée, parce qu'on part d'un objet de géométrie projective et on le transforme en objet de géométrie affine à la fin. En fait, l'objectif de Weinberg, quand il a introduit ce monoïde à la fin des années 1900, c'était de faire l'inverse, c'est-à-dire de trouver une construction géométrique en termes de géométrie affine de la compactification magnifique. Et ça s'obtient de la façon suivante. Eh bien, on prend un certain ouvert de x tilde, et puis on fait son quotient géométrique par l'action de t, et puis on trouve x. Ok. Donc c'est comme ça que ça marche, mais je trouve que c'est plus agréable de le présenter sous cette forme, parce que les objets sont peut-être plus naturels. Est-ce qu'il y a des questions sur cette construction ? Bon, ensuite... ces objets sont difficiles à construire dans des espaces petits. Par exemple, la compactification magnifique de PGLN, elle ne se réalise pas dans un espace de matrice On peut éclater. Ça, c'est une construction qui est particulière à PGLN et qui ne s'étend pas pour les autres groupes. Sinon, ce qu'on fait, c'est on prend une représentation un peu générique et puis on fait la construction que j'ai vaguement expliquée, puis voilà. Oui, alors l'énoncé exact, peut-être je vais essayer de l'expliquer ici. Oui, peut-être ça mérite un commentaire. Bon, je vais essayer de donner les détails. Si vous prenez les invariants de U fois U-, comme tout à l'heure dans ce R,
ce que vous trouvez, c'est un anneau de polynôme hein, sur les variables g fois g invariantes, et puis il y en a d'autres. Où les TI sont de poids, un poids fondamental et son opposé. Et les TI, c'est les équations des B fois B- orbites de codimension 1, ou de leurs adhérences, d'accord, qui donne une base du groupe de Picard, celle-là. OK. Donc vous avez cette propriété. Et d'ailleurs, bon, vous voyez que c'est une algèbre de polynômes. En particulier. Ça peut être vu comme un analogue du théorème de Cox, qui est le point de départ de beaucoup de choses, qui vous dit que l'anneau de Cox d'une variété torique, c'est une algèbre de polynômes. Alors là, ce n'est pas vrai parce que à chaque fois, les générateurs arrivent avec des représentations irréductibles ou indécomposables, qui les grossissent, mais cet anneau-là est une algèbre de polynômes. Et ça vous dit aussi comment réaliser x tilde dans un espace affine, raisonnable. Vous prenez l'espace affine de dimension L pour ces variables-là, et puis vous prenez ce qu'il faut pour le reste. Alors, fois le produit et là, je prends les représentations de plus grand poids. En caractéristique nulle, c'est les représentations irréductibles fondamentales. En caractéristique positive, celles-ci sont beaucoup plus grosses. Et si je prenais les irréductibles, je trouverais quelque chose de pas normal en général. Donc il y a cette petite précision à apporter. Et ça marche pour caractéristique zéro? Non, ça marche pour toute caractéristique. Si je prends pour la représentation universelle de plus grand poids, c'est-à-dire le dual de... Alors, certainement je me trompe dans les indices, mais c'est quelque chose comme ça. Ça a un plus petit poids, qui est donné par l'évaluation au point fixe, et donc le dual, c'est la représentation universelle de plus grand poids, qui est aussi le module de Weil. Et ça contient la représentation irréductible de poids pi, mais c'est en général un peu plus gros. Okay. Et donc ça donne ce qu'il faut, mais évidemment, cet espace-là est très grand. Et je crois qu'on ne sait pas trop décrire x tilde par des équations explicites dans cet espace, si on veut en venir là. Mais c'est la réalisation minimale compte tenu de l'action du groupe, d'accord, puisqu'on a cet isomorphisme. Alors ensuite, bon, je vais dire rapidement que c'est une construction universelle, c'est-à-dire si vous avez un monoïde algébrique tel que le quotient par g fois g est plat, à fibre géométriquement réduite, ça s'obtient de celui de Weinberg par un changement de base. Ça, c'est également démontré par Weinberg. Par contre, je ne sais pas s'il y a une façon d'obtenir tous les monoïdes avec ce R par un espèce de procédé algébrique. Ce qui est vrai, c'est que cette famille plate fibre géométriquement normale, c'est la déformation universelle équivariante de cette fibre. Ça, c'est un théorème aussi, qui n'est pas très difficile. Et donc, en fait, on peut utiliser ce x tilde ou ce R comme noyau pour fabriquer des déformations de toutes les variétés avec action de groupe. Mais on ne les obtient pas toutes aussi, à ma connaissance. Donc voilà ce que je peux dire sur ces questions. Bon, si vous avez d'autres questions.